Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Alors faut-il faire mariner la viande du bœuf bourguignon, hydrater la graine de couscous avant de la faire cuire, ou encore quel est le bon geste pour parer au mieux ces magrets de canard? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà, un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour. Alors aujourd'hui, après des centaines et des centaines de kilomètres sur les routes de France, on va vous parler d'un produit sans lequel notre beau pays ne serait pas ce qu'il est. Un produit que le monde entier nous envie, c'est le fromage. Alors on peut dire que c'est un peu plus qu'un engouement, le fromage, c'est plus qu'une friandise de fin de repas. Le fromage est associé à l'image même de la gastronomie française et d'ailleurs, il est reconnu patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors on peut le dire, la France c'est un immense plateau de fromage sur lequel on trouve quelques 1600 variétés différentes. Nous irons d'abord dans les Pyrénées pour découvrir peut-être l'un des moins connus, le bettemal, que Kitry, une passionnée de cuisine, associe à de la brioche, et oui, et à des myrtilles pour faire un joli dessert. L'idée, c'est quand même que ce soit le fromage qui domine. Donc la myrtille, pour moi, c'est un bon choix, puisqu'il va laisser vraiment l'occasion au bettemal de rester un peu le roi de la recette, on va dire. Difficile de parler de fromage sans passer par les Alpes, bien sûr, et j'ai donc fait le détour par la Maurienne pour rencontrer Jean-Philippe, un moniteur agriculteur qui a donc deux métiers, qui produit du lait pour fabriquer du Beaufort quand il n'est pas sur les pistes. Ça commence bien. Elle va être virée, hein. Mais cela dit, elles adorent, tu sais, je pense qu'on a découvert un truc. Nous visiterons ensuite un drôle d'endroit, un ancien tunnel qui sert aujourd'hui de cave d'affinage pour plus de 80 variétés de fromages. Et les Français d'ailleurs ne s'y trompent pas, avec 46 appellations contrôlées, nous sommes les champions, les plus gros producteurs, les plus gros exportateurs, les plus gros consommateurs de fromage au monde. Alors après les Alpes, nous traverserons bien évidemment l'Auvergne, région de fromage s'il en est, pour découvrir une soupe de rave au Saint-Nectaire. Regardez comme c'est beau ça. Regardez le Saint-Nectaire comme il se prépare bien. Et ça, c'est délicieux. Enfin, nous allons tous fondre de plaisir. On parlera fondu, évidemment, dans une petite ville, Villedieu-les-Poêles, où l'on fabrique encore les indispensables caclons, et ça de manière totalement artisanale. Il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas faites ou qui ne se sont jamais faites parce qu'il n'y a plus de dînandier en France. Allez, direction ma cuisine, où je vais rejoindre nos deux amis, Thierry Marx, notre grand chef à plumes, et Raphaël Aumont, notre chimiste culinaire, pour vous faire justement une fondue aux légumes et sans pain. Et oui, c'est possible. Et nous voilà dans notre belle cuisine. Pour la montagne, peut-être que vous y vivez, peut-être que vous y êtes allé il y a peu de temps, peut-être que vous irez pour les vacances de Pâques, pourquoi pas, il y a encore un peu de neige, profitons-en. Et même si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, vous allez pouvoir faire venir la montagne à vous grâce à ces bons fromages. Alors, une recette incontournable pour valoriser les fromages de montagne, c'est la fondue. On va vous faire deux fondues aujourd'hui. Une fondue traditionnelle et une recette carrément réinventée, je l'assume, par mes soins, un peu allégée, avec des légumes, et vous allez voir, très facile à préparer. Mais d'abord, la fondue, d'où vient-elle? Il paraît qu'elle ne serait pas forcément française au départ, quoique. Si les Français sont aujourd'hui les champions toutes catégories en matière de fromage, tenez-vous bien, nous n'en serions pas les inventeurs. Difficile d'ailleurs de dire qui a eu l'idée un jour de faire fermenter du lait pour en faire un fromage. Peut-être l'homme de Cro-Magnon ou son ancêtre l'homme de Néandertal qui aurait pu transporter du lait dans des panses de ruminants, source de présure, et ainsi donner lieu sans le vouloir au premier fromage. C'est en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ, que l'on trouve les premières preuves convaincantes de transformation laitière et un peu plus tard, sous l'Empire romain, que se développera l'idée d'affinage et la notion de goût élaboré. Et qui dit Empire romain dit forcément gaulois. On n'est donc pas si loin que ça de l'avoir inventé.
CQFD. Le fromage découvert restait encore à avoir l'idée de le faire fondre et d'y tremper quelques morceaux de pain pour en faire une fondue. Les Suisses revendiquent la paternité de la recette en l'attribuant à des bergers qui, en alpage, se seraient servis de restes de pain et de fromage pour en faire un plat. Mais aucune trace écrite ne vient certifier cette histoire, alors que cocorico, de notre côté de la frontière, la fondue au fromage est attestée dans la littérature gastronomique en 1651 par le cuisinier français François-Pierre de La Varenne. Il décrit dans son ouvrage Le cuisinier François une recette à base de fromage fondu et de pain dénommé ramequin de fromage. Restait à y ajouter le vin, un peu d'ail et de la noix de muscade, ce que fit en 1794 le chef et écrivain culinaire Vincent Lachapelle, en faisant de ce plat populaire et montagnard une recette qui, croyez-le ou non, serait bien française. De Suisse ou de France ou d'ailleurs, une chose est sûre, on est tous fondus de fondue. Bon ben nous voilà bien renseignés. Et l'appel de la montagne. Salut Thierry, comment ça va? Bah écoute, ça sent pas encore, mais ça va pas tarder. Mais on a déjà des beaux produits. Vous faites pas partie de ceux qui n'aiment pas le fromage, rassurez-moi. Non, au contraire. Peut-être que je l'aime trop, moi. J'ai une vraie... Addiction? Oui, je vais dire une vilaine phrase. Vas-y, balance. J'aime bien quand tu te Un lâches. dîner sans fromage est comme un week-end sans copine. Oh, c'est mignon ça. C'est la tienne qui va être contente. Oui. Alors, regarde. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fabrique ensemble une fondue qui est très simple, avec évidemment des fromages. On va rajouter un peu de crème pour la liquéfier un peu, mais des légumes. De couleurs variées, ce sera plus joli sur ce fond blanc que sera la fondue. Et on va mettre, pourquoi pas, de la courge, butternut, on va mettre... De la patate douce. La patate douce, Je vois qu'il y a des betteraves magnifiques. Voilà, je vais la prendre je vais tailler ça, je m'en occupe. Si tu veux bien. Oui, Alors bien sûr, regarde, bien sûr. le plus simple finalement pour la cuisson, il m'a semblé que c'était de tailler en grosses rondelles d'à peu près 2 cm de large. Ouais. Ensuite on les pèle comme ça, on peut les façonner joliment. Alors tu as raison, parce que ça paraît une corvée, une tannée de tirer sur les fibres Oui. comme ça et sur la peau. Or que quand on coupe en rondelles, on perd beaucoup moins de produits. C'est ce qui m'a Et semblé. et puis C'est c'est très beaucoup facile de plus- peler oui, le disque je en suis fait. d'accord. Allez, on y va. Avec cette fondue, j'avais envie de proposer des petites tuiles de fromage. Raphaël, je sais que ça t'a inspiré Très parce belle qu'on idée, en a les parlé tuiles. avant. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très simple de faire des tuiles de fromage. Mais oui, on va juste laisser déshydrater au four et tac, les protéines, ça va croustiller, ça va dorer, ça va être délicieux. Moi, je mets quelques graines de courge pour le goût, Pour le pour la goût. couleur, et puis aussi parce que c'est plutôt bon pour la santé. Je vais les torréfier à la poêle. Alors ça, c'est la bonne astuce, parce que tu vois, comme tu les as mis en feu vif, elles éclatent. Et le peu d'eau, le C'est ça, partie elle est- infime ouais, d'eau qui c'est reste, l'effet ça va fait popcorn. éclater. Ouais. Ça va donner de l'arôme. Moi, j'aime bien ce côté toasté, torréfié. C'est un exhausteur de goût, Et c'est finalement, un la exhausteur de chaleur. goût, très sympa. On croit que c'est des fruits secs ou des graines sèches, mais en fait, il y a très peu d'eau. d'eau au centre. Et ça passe à l'état vapeur, ça explose, et c'est ça qui fait le pop. Ah, c'est Voilà. marrant, comme le popcorn, d'accord. Le pop de la graine, on va l'associer au fromage, bien sûr. On va mettre 50 grammes de notre comté, en l'occurrence. Et les garçons, la montagne, alors, est-ce que c'est un endroit où vous allez régulièrement? Le ski, Skieur, bon le skieur? ski. Ouais, Je toi suis aussi tout moi, pas sportif, vraiment. mais je fais du ski tous les Du ans. ski, c'est le Ouais. minimum. Je me suis mis au ski très tard et je ne sais que descendre. Ça fait marrer mes Tu enfants. descends en trombe. Mais je descends en trombe. Pas de Et slalom. advienne que pourra. Je crois que j'ai dû comprends. décevoir tous les profs de ski qui existent dans les stations. Alors, c'est parti. Notre petite préparation, 30 grammes de graines de courge torréfiées, 50 grammes de comté de Beaufort. Et on va mélanger tout ça, mixer ça rapidement. Et voilà. Sentez-moi ça, mon bon monsieur. Ah oui. Hein, on est dans les montagnes, là. C'est sympa, ouais. Alors moi, j'ai pas d'herbes de montagne, forcément, mais j'ai quand même quelques herbes dans mon potager. Je pense que je vais aller rajouter un petit brin de thym. Je reviens. Du thym qui monte à haute température, contrairement aux autres herbes fraîches. Clac, parfait. Et que je peux directement insérer dans ma préparation. Un dernier petit tour. Et je dispose le tout en petits tas sur une plaque. Pour la cuisson, 140 degrés ventilés, ça vous semble bien? Pas trop Ouais. chaud, hein? Pas plus, hein. Je me méfie toujours avec le fromage que dès qu'il monte trop en température, il perd devient trop d'huile. amer. Bon, on fait le test, Ouais. on verra bien. On est là pour faire des tests. Ouais. Les aventuriers de la casserole. Et je les laisse cuire 12 minutes. Pendant ce temps-là, Thierry, tu veux bien qu'on aille te voir comme des petites souris dans ta cuisine? Ah bah ouais. Préparer ce croustillant de fromage, c'est ça? Rouleau croustillant de fromage Rouleau et soupe croustillant à de l'oignon? fromage et soupe à l'oignon. Ouais. Allez, direction les cuisines du chef Marx, où l'on va effectivement se faire discret pour suivre sa recette.
Aujourd'hui, un croustillant de fromage servi avec des pommes de terre confites et un bouillon de soupe à l'oignon pour lequel il utilise Du fromage, bien sûr, de l'abondance et du gruyère. 2 fromages à pâte cuite pressée choisis pour leur saveur complémentaire. Première étape de cette recette, la préparation des tuiles. Pour cela, Thierry Marx commence par confectionner une pâte en mélangeant du lait, du fromage et de la pomme de terre. C'est de la pomme de terre cuite, à l'eau, épluchée, bien égouttée, écrasée. Fécule de pomme de terre et le fromage déjà mélangé. On va tout faire fondre. La pâte bien homogène est ensuite retirée du feu. On la travaille un peu comme une pâte à gnocchi, un petit peu. Puis je vais la laisser refroidir sur un papier sulfurisé. Refroidie, la pâte toujours enveloppée de papier sulfurisé est ensuite abaissée. Le plus fin possible. 2 mm grand maximum. Il n'y a plus qu'à laisser sécher 25 minutes. Si vous avez manqué de temps, vous passez au four. 150 degrés grand max. Thierry Marx découpe ensuite des rectangles réguliers qu'il va mettre en forme cylindrique à la cuisson. J'ai préparé des tubes. Tout bête, hein, c'est simplement des tubes en métal que j'ai enveloppés de papier cuisson pour la pâtisserie. Les tubes ainsi formés n'ont plus qu'à être enfournés sur une grille C'est parti. dans un four préchauffé à 150 degrés. C'est parti pour 25 minutes minimum. Pendant ce temps, le chef passe à la deuxième étape de sa recette, la préparation du confit d'oignon. On va laisser tomber et ensuite on va bien les rissoler. L'arôme, c'est important. Le chef mouille ensuite ses oignons avec 3 liquides, à commencer par le vin blanc, du Gewürztraminer. Il y a un ordre, donc je préfère commencer par le vin blanc, laisser réduire. Donc voilà, on voit que le vin blanc a réduit. Ajouter le fond blanc. Alors ça peut être 2 choses, ça peut être un fond blanc de veau ou un fond blanc de volaille. Et là on a pris un fond blanc de volaille. Et puis maintenant on va ajouter le fond de bœuf. Et on va laisser compoter, c'est-à-dire que cette compotée d'oignons, elle doit complètement fondre dans la bouche, sans qu'il y ait de mâche, mais surtout avoir l'arôme de cette soupe à l'oignon qu'on aime bien finalement. Thierry Marx enchaîne ensuite avec la troisième étape de sa recette, les chips d'oignons qu'il réalise très simplement en découpant de fines tranches d'oignons à la mandoline, qu'il passe ensuite au four. Même thermostat que les tuiles. Maintenant, on va faire la préparation au fromage. La préparation fromage, c'est la quatrième étape. Le chef met d'abord le lait à chauffer, puis incorpore le mélange d'abondance et de gruyère râpée pour qu'il fonde complètement. Faut faire attention, là, il ne faut pas lâcher parce que sinon, ça a tendance à coller au fond et prendre ce petit goût de brûlé, c'est pas agréable du tout. On doit avoir la texture d'une sauce béchamel. Une fois cette consistance obtenue, Thierry passe la préparation au mixeur plongeur pour la lisser et l'aérer. Elle est ensuite versée dans un siphon et réservée au frais. Pour la cinquième étape, notre chef découpe des bâtonnets de pommes de terre d'1 centimètre d'épaisseur qu'il va faire confire dans du beurre clarifié chauffé autour des 125 degrés. Il y a le goût du beurre. C'est intéressant avec la pomme de terre, c'est le mariage de la pomme de terre et le goût du beurre. Le confit d'oignon est prêt. Thierry Marx met ce temps à profit pour préparer tous les éléments du dressage. C'est quasiment brillant. Pourtant, on n'a pas mis de sucre. Hein. C'est quasiment brillant comme une confiture. Il est temps de démouler nos tuiles. Et voilà, magique. Là, les pommes sont confites. On va pouvoir les égoutter. Elles sont pas rabougries. Elles ont presque soufflé un petit peu. Et elles sont fondantes. Maintenant, on peut dresser. Le dressage, sixième et dernière étape de cette recette. Je commence par mettre ma compotée d'oignons ici au milieu. Alors, pourquoi j'en mets très peu? Parce que c'est très concentré. Les pommes de terre confites sur les oignons. Souvent, l'émotion culinaire, elle est dans un jeu de texture et de température du produit. Donc, j'aime bien. Dernière touche du chef, un petit bouillon réalisé avec le fond de bœuf, mis à réduire dans la cocotte après avoir récupéré la confiture d'oignon. Et voilà ma version du croustillant au fromage et bouillon de soupe à l'oignon aux pommes de terre. Ce que j'aime dans cette fondue, c'est on aime tous le gratin, le croustillant, Ah oui, le fromage. à la fin, là, quand c'est Voilà. ça colle Alors, un on peu l'aime au plat. au fond et on l'aime dessus. Et à l'intérieur, on aime ce cœur coulant du fromage. Alors, c'est toujours un jeu de texture et de température qui crée de l'émotion, finalement. Donc là, on va avoir du croustillant, on va avoir du moelleux,
On est sur la pomme de terre quand même, l'esprit de la pomme de terre, de la fondue, de la raclette, etc. Et puis Ça fait un mélange entre la fondue, la raclette et la soupe à l'oignon. Exactement, et la Donc soupe le à gratin l'oignon. d'en dessous, le gratin d'au-dessus, Ouais. tu prends le meilleur Et finalement. Alors ça, c'est ton bouillon très très réduit, c'est voilà, ça? très réduit avec du Fond de veau, fond de volaille fond de veau, et fond de oignon. volaille, oignon D'accord, vraiment magnifique. vraiment confit. Qu'est-ce que c'est joli. C'est beau, hein. Ah oui, là c'est Dégradé de vraiment une couleur, œuvre. dégradé de texture. Ouais. Allez, ça s'attaque à la cuillère. Ça s'attaque à la cuillère, alors il faut casse. oser frapper, voilà. Oser casser le rouleau. Et Qu'est-ce que c'est bon, c'est léger. Délicieux. Cette crème de fromage qui est hyper concentrée. T'as des parfums très concentrés, t'en as qui sont au contraire beaucoup plus doux, plus subtils. Et les textures aussi. Les textures qui se marient qui avec. se, Et en se même temps, rappellent les unes les autres. des produits extrêmement simples. Oui, bon la marché réunir. d'ailleurs. En revanche, Thierry, remarque de la ménagère que j'incarne ici, le fond de veau que tu nous as fait, Ouais. c'est pas facile à faire. C'est facile, mais ça prend beaucoup de temps quand même. Est-ce qu'on Mais- pourrait utiliser un fond de veau Alors, déshydraté? Oui, bien Ou sûr. surgelé, d'ailleurs. Mais je te prends à contre-pied. Je m'aperçois que les amateurs Et le de ménager. cuisine et le ménager Ouais, finalement, font chez deviennent eux. quand même très 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 pros Oui, et c'est me vrai. bluffent très souvent. La recette de Thierry a donné quelques idées d'expérience à Raphaël. Nous le suivons de ce pas. En fait, il y a deux types de fromages, si on veut un peu résumer. Il y a des fromages à pâte molle et des fromages à pâte dure. Qu'est-ce qu'il y a dans un fromage, finalement? C'est de l'eau, des protéines et de la matière grasse. Alors, je vous ai fait des petits camemberts de camembert, hein, sans mauvais jeu de mots, mais juste pour voir la répartition La Normandie. de l'eau, des protéines et de la matière grasse. On D'accord. voit par exemple dans le comté, dans le Beaufort, dans tous ces pâtes donc dures, vous avez à peu Pressé. près voilà, pressé, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Bien C'est sûr. facile. Les pâtes molles, du coup, pourquoi c'est mou? Parce qu'il y a de l'eau, tout simplement. Finalement, Ça, c'est moins gras. Voilà, Au parce poids, qu'il y a c'est plus moins d'eau. gras. Voilà. Mais par contre, quand on enlève l'eau, on remarque que c'est à peu près aussi moitié-moitié en termes de protéines et de matière grasse. Donc il n'y a pas de grande différence d'un point de vue, on va dire, physico-chimique entre ces deux fromages. Par exemple, les tuiles que tu es en train de faire au four, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever l'eau. Il va Tout rester simplement, juste, tu as ben oui, raison. il va juste rester la matière grasse, les protéines. Ça va réagir ensemble, ça va sécher, ça va donner du doré, du croustillant, des choses comme ça. Si au contraire, la mousse de Thierry, je me suis permis de reprendre ton siphon. Ce que tu as mis dans ton cylindre. Exactement. Là, on va augmenter un peu la quantité d'eau pour ramollir en quelque sorte le fromage et ça va faire mousser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une question tient. d'équilibre entre les matières solides Ouais. et l'eau, et évidemment les protéines qui vont, Et c'est magique. rendre la Et texture. tu fais toutes les textures que tu veux avec ça. Voilà. C'est un produit de base finalement qui se plie Très complet, très à complet. toutes les recettes. Les protéines, c'est la structure. L'eau et l'huile, ça va être le moelleux, le rond, et donc des écumes, des mousses, des tuiles. Enfin, c'est assez magique, quoi. Merci Raphaël. Mais de rien. Eh ben, on a compris qu'on avait encore beaucoup d'émissions à faire autour du fromage, beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Nous reprenons la découpe de nos légumes. Après la courge butternut, les betteraves passent aussi sous les lames aiguisées de nos couteaux. Alors regarde, je vais prendre un peu d'huile de pépin de raisin parce que je me dis que ça sert à rien d'apporter un parfum d'olive sur cette recette. Bien raison. C'est vraiment pas l'idée. Et je vais tout simplement huiler un peu ma planche. Puis c'est au tour du céleri et du chou rave, un légume de nos grands-mères au goût très fin. Thierry, comme on parle fromage, montagne, on va quand même se mettre une patate. Ah oui, oui. Parce que sinon, je pense qu'on va vexer quelques traditionnalistes. Alors, une patate et une rave. Et figurez-vous que la rave, c'est le navet, comme on dit, du côté de Saint-Nectaire, le massif du Sancy, qui est le point culminant du massif central. Et Marguerite, qui porte bien son nom, nous prépare une soupe de rave au Saint-Nectaire à faire pâlir, je peux vous dire, tous les gourmands et tous les amateurs de fromage. Pour voir cette fameuse recette paysanne de plus près, j'emprunte les routes sinueuses de l'Auvergne et mets le cap sur Sainte-Anastaise, située juste à côté de la jolie ville médiévale de Besse. Dans une maison d'hôte à l'architecture typiquement auvergnate, Marguerite et Joël, son fils, m'attendent pour cuisiner leur recette de soupe de rave. L'élément principal, c'est du Saint-Nectaire. Donc en voilà un que nous livre le fermier chaque semaine. Ce fromage à pâte souple et crémeuse, qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée, a donc été fabriqué avec du lait de vache cru entier, transformé immédiatement après la traite à la ferme, où il a ensuite été affiné en cave au minimum 4 semaines pour obtenir cette belle croûte fleurie. Le reste des ingrédients de la recette est tout aussi local. Donc les pommes de terre et surtout les raves, le plus important. Voilà. Ces légumes racines, dont le nom complet est rave d'Auvergne hâtive, poussent dans les potagers de moyenne montagne de la région depuis des générations. C'est d'ailleurs Marguerite, la maman de Joël, qui va, comme à son habitude, se mettre au fourneau pour réaliser cette recette qui lui a été transmise par ses propres parents. Elle commence par éplucher et couper 500 g de rave.
La soupe de rave remonte à des générations. Alors, ils vivaient avec les produits qu'ils pouvaient trouver chez eux, dans leur campagne. Mais comme c'est en altitude, tous les légumes ne viennent pas. Donc, on sait que la rave, c'est bien, les pommes de terre aussi. Ils faisaient leur pain, leur saint-nectaire, et c'était leur... ils vivaient un peu en autarcie avec ce qu'ils pouvaient consommer, quoi. Si aujourd'hui les habitants des petits villages du Massif central ne vivent plus en autarcie, Marguerite et Joël servent régulièrement ce plat paysan, simple et savoureux, à leurs hôtes. C'est bien de pouvoir continuer de faire des recettes locales, avec des produits locaux, faits maison. Au rave, Marguerite ajoute 500 g de grosses pommes de terre découpées finement. Et alors, et maintenant, on va prendre la casserole, on va porter à cuire le bouillon pendant 2 bonnes heures. Ce qui laisse largement le temps à Marguerite de s'occuper de l'autre ingrédient essentiel de la recette, le saint-nectaire. Elle en utilise environ 200 g, dont elle enlève la croûte. Je vais couper un petit morceau pour qu'il fonde plus vite. Le saint-nectaire doit être à point. Plus fait, il serait un peu fort. Moins fait, il serait trop sec, trop fade. Il vaut mieux un saint-nectaire fermier quand même. Pour nous qui sommes du cru et qui les avons faits, on défend notre patrimoine. Après avoir coupé le saint-nectaire en petits dés, je vais découper le pain en petits croûtons. Je vais mettre tout ça dans la soupière. Après 2 heures de cuisson à petite ébullition dans 1 litre de bouillon, tous les éléments de la recette peuvent être assemblés dans une soupière. C'est bon, c'est chaud. Les croûtons sont prêts. Je vais mettre le saint-nectaire. Ma petite astuce, je mets un petit peu de crème fraîche avant de mettre le bouillon. Un tour de main familial qui apporte encore plus d'onctuosité et de fondant à la soupe. Regardez le saint-nectaire comme il est beau. Et ça, c'est délicieux. Et la famille ne se lasse pas de cette recette simple et appétissante qui s'apprécie aussi bien en entrée qu'en plat principal. Tu parlais de texture dans les soupes, alors là, on a vraiment un exemple supplémentaire. Et puis c'est extraordinaire. C'est encore un plat qui a du sens, qui est très lié à son terroir. Il y a une rusticité. Elle en parle, les légumes qui poussent en montagne, il n'y en a pas tant que ça. Il y a de la gourmandise. Le saint-nectaire est un fromage extraordinaire. Et puis, il y a ce pain un peu rassis, on ne perd rien. Alors, nous, on a notre bouquet garni de palets de légumes. Regarde comme c'est joli. Et ce qui me plaît, c'est qu'on joue là aussi sur les textures, sur les couleurs aussi. On va mettre, tu vois, simplement une feuille de papier aluminium légèrement huilée. Donc on va mettre ça à cuire, nos betteraves également, dans le même four. C'est très simple. Cette fois-ci à 200 degrés pendant 40 minutes. Maintenant, on va préparer notre fondu. On est dans une fondue un petit peu revisitée, bien que le fromage soit très traditionnel. 120 g de comté, qui est préalablement râpé, 120 g de Beaufort, ce fromage de montagne que j'adore. Moi, je suis allée justement sur le lieu de production rendre visite à Jean-Philippe, qui est moniteur de ski dans la journée. Il est également éleveur de vaches. Et éleveur de Beaufort. Tarines, qui nous permettent d'avoir ce beau Beaufort. Pour retrouver Jean-Philippe, j'ai donc traversé la France au volant de ma petite Micheline pour me rendre dans l'un des bastions du Beaufort, la Maurienne en Savoie. La plus grande des vallées alpines s'étend sur 120 km entre l'Italie et les Hautes-Alpes. Outre ses cols mythiques, le splendide parc national de la Vanoise et les pâturages luxuriants, elle abrite de nombreuses stations de sports d'hiver. C'est d'ailleurs au pied des pistes de la station de la Toussuire que m'a donné rendez-vous Jean-Philippe, où depuis 15 ans il arpente le massif d'Arvan-Villard pour apprendre le ski aux petits et aux grands vacanciers. Wow! Bonjour Julie. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Bah oui, ça va. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Quelle que soit la météo, on est sur le pont, neige, pluie, soleil, on skie. Et sur le pont, Jean-Philippe y est toute l'année puisqu'il est aussi producteur de lait destiné à la production de fromage de Beaufort. Tu m'emmènes dans ta ferme? Eh ben pas de souci. C'est à combien de temps d'ici? Il faut compter un quart d'heure. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le moniteur a troqué sa combinaison de ski contre celle d'éleveur. Ses vaches l'attendent pour les soins et la traite. Alors ça, c'est ton rythme tous les jours. Ça commence à quelle heure le matin? On démarre entre 5h15 et 5h30. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'en fait, on a une contrainte principale qui est ce qu'on appelle la mène du lait. Donc le laitier vient récupérer la collecte du lait. Le lait de Jean-Philippe, comme celui de ses 24 confrères essaimés dans la vallée, est ainsi récupéré tous les matins par l'une des 8 coopératives laitières qui fabriquent du Beaufort. Et voilà les belles.
Allez, voilà. Les voilà. Tu en as combien? Alors là, il y en a 15. Et dis-moi, je suppose que les vaches qui produisent le lait qui contribuent à la fabrication du Beaufort doivent être d'une race particulière ou c'est ouvert? Alors non, c'est pas ouvert du tout. Il y a 2 races qui sont autorisées pour la fabrication du Beaufort. Il y a la Tarine et puis il y a l'autre race, l'Abondance, qui sont donc les 2 seules races. Ce sont des races locales, vraiment. Exactement, Savoie et Haute-Savoie à l'origine, pour la fabrication du Beaufort. Jean-Philippe et les autres éleveurs de la vallée, très attentifs à l'extrême qualité de leurs produits, suivent un cahier des charges strict pour fabriquer ce produit rare, qui a d'ailleurs reçu une appellation d'origine contrôlée en 1968. Pour sa part, notre moniteur éleveur a privilégié la race Tarine, reconnaissable à sa robe fauve et ses cornes en forme de lyre. Une espèce rustique qui ne craint pas les conditions difficiles des hauts pâturages et qui produit un lait riche et fruité, idéal pour le Beaufort. Là, on est en Maurienne, donc on n'est pas dans le Beaufortin. On n'est pas dans le Beaufortin, mais on est dans la zone géographique du Beaufort, puisque le Beaufort se fabrique dans 3 vallées. Donc la vallée, évidemment, du Beaufortin, qui est un petit peu le berceau du fromage, la haute vallée de Tarentaise, et puis la haute vallée de Maurienne. D'accord. Donc là, à l'intérieur de cette zone-là, on fabrique le Tout à Beaufort. fait. Voilà. C'est l'heure de nourrir nos copines. J'ai décidé de prêter main forte à Jean-Philippe, mais je ne m'y prends pas de la meilleure façon, versant directement les céréales dans le foin au lieu des mangeoires. Alors, Donc on commence par irlandais. puis il y a des vaches Alors aussi. on le remet dans le bac. Ah merde, ça commence bien. Elle va virer, hein. Mais cela dit, elles adorent. Tu sais, je pense qu'on a découvert un truc. Et moi, si vous voulez l'embaucher comme vacher de remplacement, ça ne marchera pas. Hein. Dans le bac vert. Et elles sortent jamais l'hiver alors, en fait. Non, l'hiver, elles sortent jamais. Nous, on les rentre selon les années, mais à peu près à la Toussaint. D'accord. Et puis, elles ressortent la dernière semaine d'avril. Dès le printemps, comme il est d'usage depuis le Moyen-Âge dans la région, Jean-Philippe part en transhumance avec ses vaches pour les amener à leur pâturage situé jusqu'à 2500 mètres d'altitude, où elles passent 4 à 5 mois de l'année à paître l'herbe qui donne ce goût fruité si particulier au Beaufort d'été. Ça bien? Un bisou. Ah, merci. Attention, au-dessus de la fosse. Le lait de Jean-Philippe, trait la veille en ma compagnie, est arrivé à la coopérative laitière. Pascal, fromager de la maison depuis 35 ans, a déjà commencé à le transformer en Beaufort. Bonjour Pascal. Bonjour. Je vous serre pas la main parce que Non, j'imagine qu'il y a des règles d'hygiène. Alors qu'est-ce Voilà, que vous tout à faites là fait. exactement? Alors là, j'ai commencé le décaillage. Et là, je vais découper jusqu'à ce que j'obtienne... Une granulométrie précise, j'imagine. Oui, on recherche grain de riz, on dit. Hein. Et ce, afin d'extraire le plus d'eau possible du caillé. Parce qu'après, le chauffage va aussi finaliser l'extraction, hein, si vous voulez. Parce qu'on va chauffer jusqu'à 54 degrés. D'où pas de pressé cuit. D'accord. Pas de pressé cuite. C'est compliqué les fromages français, hein? Après le brassage, les 3500 litres de lait de la cuve vont être cuits et répartis dans 8 moules en frêne, qui donneront la forme concave aux meules. Elles passent ensuite 20 heures sous presse et prennent un bain de saumure, c'est-à-dire d'eau salée. La suite se passe derrière ces portes jaunes. S'enfoncer un petit peu là, dans la forêt des meules. Oui. Je suis comme dans les pubs. C'est pas le même fromage, mais c'est pas grave. Et dites-moi, quel est le temps d'affinage minimum qu'impose l'AOP pour faire un Beaufort? 5 mois minimum. 5 mois. Le Beaufort, je pense qu'à 7-8 mois, il est bien. Pendant ces mois d'affinage, le fromage est retourné et frotté à la saumure 2 fois par semaine à l'aide de machines ingénieuses pour entretenir sa flore qui donne à la croûte du Beaufort sa couleur orangée. Un processus que Pascal surveille de près. Déjà, on teste au son. Ça nous permet de savoir à l'oreille s'il y a de l'ouverture ou pas, parce que la pâte du Beaufort doit être une pâte lisse. Et puis après, on carotte, hein. Puis après, on regarde un petit peu si elle est souple ou pas. Ouais, pour Donc, voir là, le taux d'humidité, donc. En gros, oui, voilà. Puis après, on en prend un petit bout comme ça. Il est tendre, il a du goût, hein. Oui, On est à combien, là? 5 mois? 5 mois, Donc c'est le minimum. c'est le minimum. Voilà. Allez, je vais poursuivre ma dégustation côté boutique. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je prépare une fondue. Oui. Un peu à ma façon, mais néanmoins la base est quand même assez traditionnelle, dans laquelle je mets du Beaufort. Pour donner du goût à votre fondue, il faudrait partir sur un Beaufort d'été, hein, qui sera ce qu'il y a de plus fruité. À contrario du Beaufort d'hiver, qui est un fromage un petit peu plus doux, le Beaufort d'été, on va tomber sur un fromage avec une pâte beaucoup plus fondante et puis des arômes qui sont plus marqués. Très bien. 500 g de Beaufort d'été, emballé, c'est pesé. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au plaisir, au revoir.
Très beau. Dis donc, t'avais une belle tenue de ski, on t'a pas vu sur les spatules. Je ne veux pas, Oh là, comment il balance. je peux pas balancer, mais... Ouais, la prochaine fois, on y va ensemble, hein, on va rigoler. Tu vois, les deux boulets. J'ai fait très rapidement bonhomme Écoute, de neige. alors je reconnais que je suis plus fromage, quitte à parler montagne, que ski. Mais bon, c'est pas inconciliable. Jean-Philippe est là pour le prouver, justement. Et il va être avec nous tout à l'heure à la dégustation. Donc on a intérêt à pas se louper. Nous reprenons donc le fil de la recette en démarrant la cuisson du fromage avec, une fois n'est pas coutume, une rasade de cidre. Je me fais au passage retoquer par Raphaël. Verser du cidre froid dans du fromage chaud et du gras, il y a un risque que ça défasse, quoi, que ça tranche. D'accord, il Ouais. faudrait mieux chauffer le cidre avant. Ouais, verser les deux petit à petit. Ça m'a amusé de mettre du cidre, Oui. parce que j'ai goûté à l'occasion une fondue au cidre et j'ai trouvé ça très bon. La pomme et le fromage, ça a toujours marché. Donc ce sera le cas pour celle-ci. Mais finalement, pourquoi ajoute-t-on du vin et de l'alcool? En fait, on n'est pas obligé de mettre de l'alcool d'ailleurs, parce qu'on peut très bien... Bah oui, si on veut faire une fondue sans alcool, on va prendre un jus de volaille, un jus de champignon, enfin... peu importe. Il faut un liquide pour mélanger notre corps gras qui est trop lourd, donc on va le diluer entre guillemets avec ce vin, mais ça peut être un jus d'orange, pourquoi pas. Tu parlais d'orange d'ailleurs tout à l'heure. Par exemple. Non, il n'y a aucun effet sur l'alcool. Alors moi j'ai rajouté de la crème, ça c'est pas du tout réglementaire. Mais une fois de plus, comme je n'ai pas de pain et que j'ai des légumes, ça me dérange pas de rajouter un petit peu de matière grasse. Et surtout ça va liquéfier la préparation et ça permet de la préparer à l'avance, cette fondue, et de pouvoir la servir dans les assiettes à la minute. Donc c'est assez pratique. Il m'est arrivé plusieurs fois de la louper à la minute. C'est pathétique. Et c'est pathétique. Tu vois, ça fait une jolie texture. Hein. Ouais, ça fait une jolie texture. Alors maintenant, je voudrais vous emmener, on n'arrête pas de voyager de montagne en montagne, je voudrais vous emmener près d'Albertville pour aller rendre visite à un garçon qui a reconverti un endroit qui était utilisé pour le stockage de la dynamite. Et lui, il en a fait une cave d'affinage pour les fromages. Regarde, on est bien là. Hein, ah, elle est belle. ouais, c'est parfait. Alors retour en Savoie, près d'Albertville cette fois, pour nous rendre en plein cœur de la montagne, où se niche cet ancien tunnel de stockage de dynamite, transformé en cave. C'est ce jeune fromager savoyard, Éric Mainbourg, qui a eu la bonne idée de le reconvertir en 2011. Avec un taux d'humidité de 99% et une température constante de 12 degrés, les 65 mètres de galerie réunissent les conditions idéales pour la maturation du fromage. En fait, ce qu'il est difficile de reproduire artificiellement, moi je l'ai de manière naturelle toute l'année. Ça nous permet vraiment de nous démarquer et d'aller un peu plus loin dans les typicités de goût, les typicités de texture. Aujourd'hui, sur les étagères en épicéa, les barils de poudre ont laissé place à un mélange tout aussi détonnant, mais pour les papilles cette fois, de 35 tonnes de fromage réparties en 80 sortes, toutes issues des Alpes. On a à peu près une vingtaine de coopératives ou de fromageries, et puis 60 producteurs fermiers, avec des gens qu'on voit une ou deux fois par semaine pour les produits frais, et puis des gens qu'on voit qu'une fois dans l'année. C'est notamment le cas des tomes fermières d'alpage, où on y va une fois dans l'été en alpage, et après on commercialise les fromages dans l'hiver. Éric affine les stars de la région, la raclette, le reblochon, le Beaufort, l'abondance, mais aussi des fromages moins connus. Ça, c'est le persillé de Tignes, un fromage qui est fabriqué par une seule productrice, une dernière productrice, et qui est un fromage vraiment ancestral et qui est un mélange de chèvre et de vache. Au bout du tunnel, d'autres petits trésors sont patiemment et manuellement affinés. Ça, à la base, c'est une tome de Savoie au lait cru, sauf qu'au lieu de faire développer la moisissure grise, le mucor sur le croûtage, on va la frotter 3 fois par semaine avec du houblon et de la bière. Et donc ça va donner ce côté un peu atypique, unique, qui plaît beaucoup. Ça c'est notre raclette à l'ail des ours, une fois affinée. Donc on voit cette croûte un peu orangée et l'ail des ours qu'on devine un petit peu, les points verts qu'on devine qui ressortent. Soucieux de travailler avec des artisans au savoir-faire de plus en plus rare, Éric privilégie la qualité et non la quantité. Il ne propose donc pas ses petits protégés à la grande distribution, mais vous pourrez les retrouver chez les meilleurs fromagers crémiers en France et sur les grandes tables des Alpes. Je sens que ça t'a donné envie, là. Hein ? Ouais, c'est extraordinaire. Et puis alors, on voit des produits qui auraient disparu depuis quelques années si on n'avait pas des personnalités comme celle-là. Alors nous, on a terminé notre recette de fondue, une recette revisitée. Et regarde, on a une texture qui est bien plus liquide qu'une fondue, mais
En tiédissant, elle va prendre du corps. Moi, je pense qu'on peut mettre un peu de poivre, mais surtout du poivre blanc. Oui, hein. Sinon, pas voir les petites traces ce serait dedans. dommage. Bon, c'est bon. C'est bon, hein? Il ne reste plus qu'à recouvrir notre fromage fondu et le réserver pour plus tard, quand nos légumes seront prêts. Allez, dernière petite recette en dehors de notre cuisine. Je voudrais qu'on aille rendre visite à Kitry. Kitry prépare un croque-monsieur à base de bettemale. Est-ce que tu connais ce fromage? Je connais, oui. C'est vrai? Le bettemale? Et le croque-monsieur, j'adore. Et le croque-monsieur, ça c'est sûr. Qui ne connaît pas le croque-monsieur? Si le fromage vient des hautes montagnes de Pyrénées, je n'ai eu qu'à traverser Paris pour découvrir cet étonnant dessert fromager que va me cuisiner Kitry. Journaliste et auteur culinaire, cette grande amatrice de fromage pyrénéen aime les cuisiner de l'entrée jusqu'au dessert. Et le bettemale qu'elle prépare en croque-monsieur avec une purée de myrtille lui tient particulièrement à cœur. Cette recette, c'est un vrai souvenir d'enfance pour moi. Quand j'étais petite, je passais les vacances à la montagne, dans les Pyrénées avec mes parents. Et à chaque fois qu'on repartait de nos vacances au ski, on redescendait la montagne pendant des heures, on serpentait en voiture et on tombait un jour sur une vieille dame qui vendait de grosses meules de bettemale. Originaire des vallées du Couserans, le bettemale est un fromage au lait de vache à la pâte pressée non cuite, affiné entre 3 et 5 mois en cave humide, ce qui donne une jolie couleur orangée à sa croûte. Allez, c'est parti pour la recette. Kitry commence par préparer sa brioche en mélangeant 20 g de lait avec de la levure de boulanger. On choisit, si possible, parce que c'est bien meilleur, de la levure de boulanger fraîche. Et on va faire chauffer à 37 degrés. Kitry ajoute ensuite dans le bol du robot 350 g de farine, type 55, 4 œufs entiers, une cuillère à café de sel et seulement 60 g de sucre en poudre. C'est bien que ce soit pas trop sucré, surtout que ça va avec du fromage. Le tout est pétri une dizaine de minutes au cours desquelles sont incorporés petit à petit 170 g de beurre. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est la laisser pousser, c'est-à-dire gonfler. Donc on va la mettre sous un torchon pendant 3 heures, à environ 30 degrés pour qu'elle double de volume. Une fois que ce sera fait, il va falloir la façonner. Donc on va faire des boules et on va les mettre dans un plat. Mais pour gagner du temps, Kitry a déjà cuit une pâte parfaitement levée. Notre brioche est là. Voilà, superbe. Elle s'attaque donc à la deuxième partie de sa recette en faisant fondre doucement des myrtilles avec un peu d'eau. Pour moi, il n'y a pas besoin de sucre, ça n'est pas de la confiture. Et l'idée, c'est quand même que ce soit le fromage qui domine. Donc la myrtille, pour moi, c'est un bon choix, puisqu'il va laisser vraiment l'occasion au bettemale de rester un peu le roi de la recette. Les myrtilles cuisent ainsi 20 minutes, puis sont mixées. Pour finaliser sa recette, Kitry coupe 2 belles tranches de brioche et une tranche de bettemale. Très ancien, ce fromage aurait déjà eu les faveurs du roi Louis VI le Gros au XIIe siècle. C'est vraiment un fromage qui est très raffiné, qui est délicieux, qui va très bien se marier avec cette belle brioche. Notre hôte fait ensuite revenir ce généreux croque-monsieur revisité dans du beurre demi-sel. Alors l'idée maintenant, ça va être d'attendre que la brioche soit bien dorée, bien nourrie au beurre et que le fromage à cœur soit juste tendre et qui commence un petit peu à couler. Pour le dressage, Kitry coupe de jolis bâtonnets qu'elle accompagne de sa purée de myrtilles croquantes. On va mettre maintenant quelques petites myrtilles fraîches sur le dessus, des petites noix et des petites noisettes. Et voilà, notre bettemale à la brioche dorée et aux petits fruits croquants myrtilles est prêt. On n'a plus qu'à se régaler. Merci Kitry pour cette recette de dessert originale qui prouve une fois de plus qu'il y a de multiples façons d'apprécier le fromage. Si vous ne trouvez pas le bettemale qui est un fromage pyrénéen, vous pouvez simplement le remplacer, pourquoi pas justement par un Beaufort. Alors nos tuiles, pas mal là, tu vois. Elles sont sèches, Elles ont sont l'air sèches, décollées. pas trop cuites Elles non sont plus. aromatiques. Extraordinaire. Regarde, C'est beau, ça se présente bien. Hein. Ah ouais, c'est superbe. Tu vois, là, c'est la concrétisation de tes études. Des années d'études pour arriver à une tuile de fromage. Bon, on va les mettre de côté. Et c'est le moment que choisit Ludovic Bizot, fromager à Rambouillet depuis 20 ans et meilleur ouvrier de France, pour arriver. Impossible de finir cette émission sans préparer une bonne fondue savoyarde. Aussi, notre fromager est venu les bras chargés. Et vous nous apportez
du bon matos. Voilà, de quoi, C'est ça, de quoi des faire bons la fondue. fromages. Ah, c'est chouette. Alors, je vous apporte du Beaufort, Oui, du Beaufort. Bah, justement, on était en Savoie. On y de retourne. l'emmental de Savoie De l'emmental. et puis de la tome des Bauges. Une fois de plus, on est d'accord, les fondus, on peut les faire à tous les fromages de Savoie. Hein. Le tout est de trouver un bon équilibre. Il y a autant de fondus que de fondeurs, C'est presque. ça. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez une technique, vous, pour réussir la fondue? Vous avez votre petit tour de main? Je ne râpe pas forcément, je coupe très vite en D'accord. tout petits cubes irréguliers. Eh ben, on va couper. Moi, j'ai calculé 200 grammes de chaque fromage. Merci. Il est bien comme commis, hein? Il est bien. Ah, hein, ouais, il débute. Commis, pas hein, comique. parfois. On va mettre un peu de notre vin de Savoie, un peu d'Apremont, donc 20 centilitres. Et bien le chauffer cette fois-ci, comme le préconisait Raphaël, avec une gousse d'ail avant d'incorporer tous nos fromages. 3 fromages, alors ça peut être 3, ça peut être 2. C'est quoi l'équation idéale? L'équation, c'est quand même d'abord le goût et ensuite la texture. Donc des fromages qui vont garder leur liant et qui ne vont pas se séparer de leur matière grasse sous forme de huile. C'est aussi une question de cuisson et de montée en température. Voilà, tout à très fait. progressive. Ouais, ouais. Et puis après, il y a le paramètre du filant ou pas. Et là aussi, il y a plusieurs écoles. L'emmental va contribuer à filer un petit peu, alors qu'une fondue sans emmental va moins filer. Et pourquoi ça file le fromage, au fait? Alors, il y a plein de protéines dedans. Les protéines, il Ouais. faut voir ça comme des pelotes de laine. C'est Ouais. imagé. Mais quand tu chauffes ces pelotes de laine, c'est comme si tu les dépliais entre elles. Et après, quand tu commences à tirer sur une, en fait, tu as tout l'ensemble qui vient parce que ça s'est attaché. Et suivant les fromages, justement, ces protéines sont plus ou moins aptes à se mélanger, à s'entremêler. C'est plus ou moins filandreux, du coup. Alors, on a la chance d'avoir un magnifique poêlon en cuivre. Ouais. Fabriqué en France, à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche. Ce sont les derniers d'inandiers, parmi les derniers d'inandiers de France. Et ça, c'est vrai que c'est un plaisir. Et bien justement, si on partait tous ensemble pour Villedieu-les-Poêles, Oui, ce qui me permettra de me couper un petit bout de fromage. en douce. La ville de Villedieu-les-Poêles est à quelques encablures de la baie du Mont-Saint-Michel, dans la Manche. Ce drôle de nom, reçu en 1962, est dû à sa tradition de dinanderie et de chaudronnerie qui remonte au XVIIIe siècle. L'atelier, repris par Étienne Dulin en 1985, est le dernier à fabriquer des pièces en cuivre, principalement destinées à la cuisine, de manière totalement artisanale. Si aujourd'hui le cuivre est acheté déjà laminé, faute de production française, les gestes, eux, n'ont pas changé depuis des siècles, comme la plupart des machines présentes ici d'ailleurs. C'est sur ces dernières que notre poêlon à fondu a été conçu. Ça va? Tout commence avec le repoussage du cuivre sur ce que l'on appelle un mandrin, afin de lui donner sa forme. Le repousseur s'installe, vous voyez qu'il prend appui avec une ceinture sur les reins et il va faire levier pour coucher le métal sur la forme à obtenir. Donc là, on est dans la première passe du poêlon à fondu. Et là, avec son pinceau, il lubrifie en permanence pour que le métal n'accroche pas à la cuillère. L'outil qu'il utilise s'appelle une cuillère. La pièce ainsi obtenue est ensuite réchauffée. Vous voyez, on commence à obtenir du rouge. Donc on est à peu près à 400 degrés. Cette opération a pour but de la rendre de nouveau malléable pour faciliter le repoussage sur un deuxième mandrin, un travail très délicat. S'il tire de trop, ça casse. Et s'il tire pas assez, la pièce est trop courte. À cette étape, le caclon va prendre sa forme arrondie finale. Et là, pour sortir la pièce, c'est le mandrin qui va venir avec. Et voilà. Et il n'y a pas de défaut, la pièce est parfaite. La pièce passe entre les mains de Jean-Louis Étameur, qui monte la queue en laiton et appose le poinçon de l'atelier. Mais avant de pouvoir être commercialisé, le poêlon à fondu doit subir une ultime manipulation, l'étamage. Donc là, c'est de l'étain liquide. Dès qu'on va le chauffer, le diluant qui est à l'intérieur va s'évaporer et l'étain va se figer dessus. Et là, c'est une protection pour éviter que l'étain en fusion
coule à l'extérieur. Une opération qui évite l'oxydation du cuivre. Cette fabrication justifie un prix de vente plus onéreux que les pièces produites en usine. Et contrairement à ses concurrents industriels, l'atelier peut se plier à toutes les demandes les plus fantaisistes, comme cette table commandée par un artiste, ou encore cette baignoire qui meuble la salle de bain de l'ancien maire de New York. C'est à ce travail sur mesure que l'atelier doit sa renommée. Grâce à Étienne et son équipe, Villedieu-les-Poêles peut conserver son nom encore longtemps. C'est fascinant, hein, cette technique. Hein. Magnifique. Superbe. C'est l'art du geste, tu en parles souvent en cuisine. Le feu, le temps. C'est là, on y est. Comme en cuisine. Alors pourquoi le cuivre d'ailleurs, Raphaël? C'est Qu'est-ce très, qu'il a de très- particulier ce Eh ben, matériau? C'est le meilleur des métaux en termes de conduction thermique. Donc c'est lui qui va vraiment chauffer le plus vite et refroidir le plus vite aussi. D'accord. Ouais. J'assaisonne mes fromages fondus avec un peu de noix de muscade râpée et du poivre blanc pour relever le tout. J'ajoute même une feuille de laurier frais sur les conseils de notre chef. Une belle idée que je suis à la lettre. Je crois qu'on est bons les garçons, non? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si on se jetait un petit coup de crouton là comme ça autour du fourneau, une petite baguette bien rassis et c'est parfait. Hop. Bon, il y en a qui parlent et il y en a qui mangent. Hein. Allez hop, zou. Ah oui, on aurait peut-être dû prendre une petite assiette, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Ludovic, je te passe devant. Moi, j'ai faim. Délicieux. Elle est bonne, hein? Ah ouais, c'est bon. Impeccable. On est bien en texture, j'ai l'impression. La Hein. petite pointe d'acidité avec le vin blanc, là. Le vin le blanc, laurier, on le sent laurier le qu'on laurier. sent. Ah ouais, c'est parfait. Une belle entrée en matière avant de passer à table pour la deuxième variante de fondue. Les légumes de la recette sont d'ailleurs tout juste rôtis et prêts à être détaillés en petits dés. Et tu vois, regarde, il y a vraiment une vraie caramélisation du légume avec très peu de matière grasse, un voile d'huile sur la plaque. Je m'occupe du fromage et pour le fluidifier à nouveau, j'ai une petite astuce, le mixeur. Mais ça, c'est la bonne idée. Comme Oui. ça va vraiment te permettre de bien mélanger ton fromage, le vin, ou la crème, ou le lait, enfin tout ce que tu as envie. Puis ça va l'aérer un peu aussi. En plus, ouais. Il ne reste plus qu'à dresser à la minute dans chaque assiette. La fondue de fromage en premier et les légumes par-dessus pour colorer. Là, on a une version qui est nettement plus légère quand même hein, Oui, je vois ça, oui. que la fondue au pain et puis plus complète aussi parce que là, on a quasiment un plat complet. On peut jouer sur les légumes de saison. J'assaisonne en touche finale avec quelques brins de ciboulette et un dernier tour de moulin à poivre. Et je place mes fameuses tuiles de graines de courge et de comté. Sûrement attiré par la bonne odeur de fromage, Jean-Philippe Vialet, notre super moniteur agriculteur, a trouvé le chemin jusqu'à nous. Mon moniteur de ski. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein? Ah bah ouais. Salut Jean-Philippe, Ça va comment bien ça va? Ah, D'accord. t'as gardé le pull rouge hein, quand même, hein, rassure-moi. Il fait pas très chaud en arrivant de là-haut. Ah bah attends, tu parles, non mais attends, Paris, tu sais que c'est un climat très hostile. Non, mais on est bien. En tout cas, à l'intérieur, on est bien. Ah bah c'est bien, puis ça sent le fromage. Ça sent très bon. Hein, on a mis un tout petit peu de Beaufort. Ah, On en a mis beaucoup, on a mis que des fromages de Savoie. on va se régaler alors. On va se régaler. Allez, c'est parti. À table, on l'a bien mérité. Bon, alors on goûte. Alors qu'est-ce que vous en pensez, cette version Légumes ultra fondants. Oui. Crémeuse et légère en même temps, avec des goûts justement auxquels on n'est pas habitué. Une base de fromage, mais tous les légumes viennent par-dessus. Et... Oui, alors en fait, c'était ça l'idée, c'était de se dire qu'à chaque bouchée, finalement, il y a un goût et une texture différente. Et Jean-Philippe, tu le cuisines, toi, ton fromage? Moi, je suis meilleur en dégustation qu'en cuisine. Mais il m'arrive parfois, oui, effectivement, de faire des fondus avec des clients après la journée de ski. Oui. Et puis La fameuse fondue de 17h, quand tu t'arrêtes, Voilà, que tu as fini c'est tes ça, cours. c'est ça. Cela dit, il n'a pas le temps de déjeuner, donc à mon avis, à 17h, il doit avoir les crocs. Hein. Et vous, Ludovic, est-ce que vous tuez? Je sais plus, on va dire tu parce qu'on a partagé un crouton dans la fondue. Ça crée des liens. Est-ce que toi, tu aides tes clients à cuisiner également les fromages? Oui, je donne des conseils pour faire des recettes, pour justement des fondues un petit peu différentes, dont la fondue normande que j'ai... Qu'est-ce que c'est que la fondue normande? La fondue normande, c'est une version avec du camembert, du pont-l'évêque, du Livaro, de l'échalote et un peu de calvados. Là, on y met de la crème pour le coup. On y met un peu de crème. Forcément. Et comme ces fromages vont être un peu plus liquides que nos fromages de Savoie, un petit peu de fécule de pommes de terre. Alors, en parlant
de mariage, fromage et vin, ça c'est un sujet extrêmement sérieux en France, Oui, où évidemment on a tendance à associer le vin rouge avec le fromage. Pour prendre l'exemple de ton fromage que tu connais bien, vin rouge, c'est peut-être pas le mariage idéal, non? On associe de plus en plus le fromage, le Beaufort, mais d'autres aussi, avec du vin blanc. Mais oui, finalement, il semblerait que ce soit quand même le meilleur accord, à quelques exceptions près. En Savoie, ce serait quoi l'alliance parfaite? Bah, effectivement, le chignin bergeron est très bon. Après, ça dépend aussi à quel moment du repas, comme on disait, on va déguster le fromage. Et à ce moment-là, si on est en apéritif, on aura peut-être plus un vin un peu plus sec. Mais, et en fin de repas, un vin un peu voilà, plus... un vin un peu plus... Parce que les vins moelleux peuvent se marier très très bien avec les bleus, notamment. Hein. Et n'oublions pas les bières. Les bières de brasseurs. Ou le cidre, on a fait une fondue au cidre aussi. Oui, le cidre, oui. Plus de place pour finir la fondue savoyarde, mais je suis sûre que mes invités ont des conseils pour ne pas gâcher le fromage, même une fois refroidi. Déjà, on finit le caclon en cassant un œuf. D'accord. Oui, c'est vrai. Ah oui. Absolument, on va gratter. On va gratter et on va récupérer avec un œuf. Ça va liquéfier un peu la préparation. Je dire aussi, Voilà, j'avais ça, moi. Qu'est-ce que c'est? Reste de fondue? C'est le reste de fondue que j'ai mis dans un... Ah, c'est marrant. Alors, Que tu as fait prendre au voilà. froid. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est parfait. oui Taillé en fines lamelles. Et tu refais fondre Et sur oui, ton puis pain. en plus, vous avez cuit le fromage avec le vin blanc et tout. Oui, il y a donc ça des sera très arômes, les aromatique. petites feuilles de laurier, Une tout ça. saveur, Là, on a une saveur incroyable et on a simplement, Oui, c'est vraiment élastique, simplement là. remoulé. Merci. C'est drôle ça, mais finalement c'est très comestible tel quel. Mais bien sûr, on est sur du Ouais, vrai c'est bon pas mal. produit. C'est rigolo à voir quand même. Eh bien, on va refermer la page de ce cahier consacré entièrement au fromage de montagne, qui nous a permis de voir que la montagne, c'est un écosystème totalement logique, cohérent et extrêmement nourri par sa nature, par ses hommes qu'on a plaisir à rencontrer et qui permet à la fois de verser dans la tradition, mais aussi dans la modernité, dans la création, grâce à Thierry et grâce à des petites inventions comme celles qu'on peut faire ici et grâce à la science de Raphaël. J'espère qu'on vous a éclairé, qu'on vous a donné envie de vous mettre au fourneau, de vous mettre à table, de partager, c'est la vocation de ces fromages de montagne, et surtout de revenir la prochaine fois pour suivre nos expériences. Salut!